Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de la Réunion des barreurs, le nouveau podcast sur la voile des Québécois ici puis à l'international. On vous fait découvrir l'actualité nautique pendant notre podcast. On réfléchit ensemble aux moyens de développer la course au Québec, puis on s'inspire des bons exemples de développement de nautisme. Je vous rappelle, guys, qu'on est en live un mardi sur deux, puis qu'il est toujours possible d'écouter la rediffusion de l'épisode sur YouTube. By the way, on est toujours à la recherche de commanditaires. Si jamais il y a du monde qui veut devenir des partenaires de notre podcast, on serait vraiment content. Un petit rappel à tous les skippers de la Saint-Laurent 400 qui nous écoutent en live, vous avez le droit à un chandail manche longue avec votre inscription. Inscrivez-nous votre grandeur si vous ne l'avez pas fait encore dans le chat. Comme ça, on peut vous rentrer là, dans notre fichier Excel, là, puis ça va nous aider à préparer ça en avance. On vous rappelle aussi qu'il est toujours temps de remplir votre formulaire de demande de handicap auprès de PHRF New England. On va mettre le lien dans le chat pour que ce soit facile pour vous autres. Il nous en manque quelques-uns. Fait que les équipiers qui participeront à la Saint-Laurent 400 cet été, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur notre boutique en ligne en cliquant sur le produit équipier. On va mettre aussi le lien dans le chat. Fait que ce soir, au troisième épisode de la Réunion des barreurs, nous recevrons Diane Reed, Dave Savard puis Catherine Langford. Donc bonsoir et bienvenue à la Réunion des barreurs. Fait que qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la voile, Gaël? Il s'est terminé le 29 mars, donc grand rendez-vous des Caraïbes, auquel j'ai eu le plaisir de participer avec mon père il y a quelques années. Une belle expérience en multicoque. 39 bateaux, 298 marins. Et puis, c'est le trimaran Sophia de 63 pieds qui était une des attractions de cette édition. Et on a eu aussi un super de beau succès. Notre ami Guy Rex, ah oui, Panacé aussi, qui était inscrit à cette BVI Spring Regatta. Donc, on avait quand même un bateau canadien pour nous représenter. Euh, belle, euh, Belle performance de Guy Rex Soudé qui vient de clore son tour du monde à l'envers sur son maxi trimaran MACSF. On le voit ici avec le arborant fièrement le drapeau breton. Euh, c'est merveilleux parce que il a fait le tour du monde à la voile à l'envers en multicoque. Jusqu'à tout récemment, les monocoques s'illustraient encore quand c'était le temps de faire du prêt, de travailler dans des conditions difficiles, d'aller contre le courant. Et puis, bon, mais ça vient de démontrer, il vient de battre euh, le record de Jean-Luc Van Den Heen qui avait battu ce record-là en monocoque, ça fait plus de 20 ans, en 2004. Et puis, qui était présent, malgré ses 80 ans, sur le quai pour accueillir celui qui a enfin battu son record. Ça devait être un moment riche en émotions. Et puis, ça nous montre que maintenant, même au prêt, puis même dans les conditions les plus difficiles, les grands multicoques sur foil, ils ont pris le dessus en termes de performance et puis ils sont capables de relever des défis qui étaient uniquement accessibles aux monocoques dans le passé. Fait que depuis la navigation avec la poule, il en a fait des progrès, notre Guirec Soudé. Fait que, waouh, bravo. Fait que c'est les choses principales qui ont marqué le monde de la voile. Il y aurait 10 autres sujets à couvrir, mais je pense qu'on a un horaire déjà bien chargé, PO. Alors, je te repasse la POC. Absolument, yes sir. Fait que aujourd'hui, notre sujet principal, en fait, ça va être les commandites dans les équipes de voile. Fait que au cours des prochaines semaines, on va vous proposer une série d'entrevues au sujet de cette recherche de commandites-là dans le monde de la voile. Donc, c'est un sujet qui est souvent méconnu des Québécois, mais qui gagne à être démocratisé. Puis, afin de financer un projet à la hauteur de nos ambitions, que ce soit une exploration en zone éloignée ou une participation à une course comme la Saint-Laurent 400, mettons, il est presque toujours nécessaire de requérir au support des commandites. Fait que bien intégré dans l'écosystème français, le sponsoring, comme on peut dire, l'est pas mal moins au Québec puis au Canada. Mais on va essayer de démystifier ça un peu avec vous ce soir. Puis ce soir, d'ailleurs, on va recevoir Diane Reed. C'est avec grand plaisir qu'on va la voir. Diane, est-ce que tu es là? We should see video. Ta-da! Yes, sir!
Salut Bonsoir. Diane. Bon, Bonjour. Diane, tu navigues depuis que tu es toute petite. En 2010, tu achètes le Mini numéro 655 et tu débutes un projet de mini transat. Tu participes à plusieurs courses d'envergure en Europe, dont la Fastnet de 2013, où tu décroches une très belle quatrième position. La même année, tu es la première femme canadienne à te lancer dans la mini transat, cette course transatlantique en solitaire entre la France métropolitaine et Pointe-Rapitre en Guadeloupe. Malheureusement, tu as dématé et rejoint les Canaries sous gréement de fortune. C'est un très bel exemple de détermination. En 2015, tu deviens la première femme capitaine lors de la course autour du monde en équipage Clipper Round the World. Aujourd'hui, tu enseignes la course, tu enseignes le RYA Yachtmaster et la survie au large. C'est d'ailleurs toi qui m'as formé comme instructeur. Diane, bonsoir, c'est un honneur de te recevoir ici. Toi qui viens de Toronto, comment est-ce que tu t'es lancé dans la course au large? C'est une bonne question. OK, pour tout le monde, je vais essayer de faire ça en français. Il y a des fois que j'oublie les mots et c'est pas exactement correct, alors vous pouvez me corriger comme on a besoin. Mais comment est-ce que j'ai commencé? Euh, Moi, j'ai fait les cours sur les week-ends de from when I was 20 years old, dès que je suis 20, 19 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait One Design, toujours One Design. C'était chaque week-end, c'était le même cours, le même bateau, la même position. Après 5, 6, 7 années, I was bored et je cherche quelque chose d'autre. Sur Lac Ontario, on a un groupe qui fait les cours en double. C'est appelé Loshers, Lake Ontario Shorthanded Racing Series. C'est un mouthful. Alors, j'ai commencé à faire ça. Et c'était un petit bateau 26 pieds appelé un Thunderbird. C'était en bois. Un grand voile, un grand voile et un petit foc en avant. Et le bateau c'était fabriqué en 1964. Alors, c'est plus vieil que moi. Et je commençais à faire les cours single-handed, en solitaire et en double. Et puis après ça, j'ai dit, I said to myself, hein, ça c'est cool, ça marche, mais je veux faire quelque chose d'autre. Alors j'ai fait le Lac Ontario 300. Et après quelques années de ça, bon, c'était pas assez, 300 000, c'était pas assez. Je voulais aller autour et autour et autour, mais c'était seulement 300 000. Alors, j'ai lu le livre de quelques-uns, de beaucoup de personnes qui ont fait la mini transat. Ellen MacArthur, beaucoup de gens aussi. Et j'ai pris une décision que je vais faire la transat, la mini transat. Ça commence comme ça. Ouais, c'est bon. Puis bon, un projet de mini transat, évidemment, c'est pas gratuit, hein. Ça coûte cher, acheter le bateau, acheter des voiles pour être bon performant, évidemment, pas juste avoir le bateau en tant que tel. Comment est-ce que tu as convaincu des sponsors quand tu débutais dans puis que tu n'avais pas fait encore de course au large majeure? Comment est-ce que tu allais attirer des sponsors? C'est une bonne question. J'avais beaucoup de personnes qui me donnent des conseils. C'est correct ça, sur mon team, que je parle avec pour leur demander comment est-ce que je peux faire ça, qui va me donner de l'argent. Et une de ces personnes, mon père, m'a dit, c'est pas une question de demander à les autres pour de l'argent. C'est un engagement de business. It's marketing. It's advertising. Et tu as besoin de regarder les autres, the different businesses et dire qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce que moi j'en ai à donner, à offrir en échange pour advertising, marketing, parce que ce n'est pas une donation. C'est pas comme Tim Hortons and the little teams with the children. So, j'étais en train de chercher des compagnies. J'ai demandé à beaucoup de personnes pour une entrevue. Il y avait quelques-uns qui ont dit oui, mais vraiment, les premières qui ont dit oui, c'est
c'était les personnes qui j'ai déjà connues. The Chandleries. Pierre, on a parlé de ça. C'est quoi les Chandleries en français? Ben, Les c'est un magasins magasin nautique. nautique qui vend les choses. Et alors, j'ai commencé avec des petits efforts. Je lui ai dit, moi, je peux faire ça pour toi. On va donner une histoire. Et ça, c'est une grande chose. Je vais partager mon histoire avec toi sur ton site Internet, avec with your customers. Et on va commencer une conversation comme ça. Et j'ai fait ça avec 3 chandleries ici en Toronto. Et puis après ça, j'ai demandé un autre. Et parce que je peux dire, j'en ai déjà ces gars-là et ces gars-là, ça commence. Mais c'était vraiment un exercice de to figure out qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, what would have value, what do they have, what would they value? Parce que c'est pas aussi simple de seulement dire, moi j'ai une histoire, je vais partager ça avec toi, c'est, $300 ou quelque chose comme ça. Tu as vraiment besoin de trouver quelque chose de valeur pour eux. So, that's what I did. Ouais, Et c'est j'avais cool. beaucoup de personnes de me donner des conseils. Mais j'aime ça, il y a plein de points que tu apportes que j'ai beaucoup aimé de trouver c'est quoi le besoin de la compagnie, puis Oui, essayer de le oui, c'est ça, combler, merci. établir la proximité aussi avec ces commandites-là, c'est vraiment bien. Puis comme tu le dis, après en avoir closé quelques-uns, d'un fois, là, ça Mhm. déboule, puis là, il y en a de plus en plus, c'est vraiment cool. Ton projet de mini, il a coûté combien en tout et partout? 350 000 $. 350 000 $. Bon. Fait que Mhm. puis, puis il est rendu où, ce mini-là? Le bateau? Ouais. I don't know where it is now. Je sais pas. Je l'ai vendu après le transat. Et je sais pas maintenant. Euh, on s'entend des mini, il y en a sur la côte est américaine, un peu à Newport, puis Mhm. dans Massachusetts. Est-ce que tu penses qu'il y aurait de la place pour une flotte de mini au Canada? Euh, sur la côte, peut-être, parce qu'il y a, bon, on a besoin de vent. Il faut avoir beaucoup de vent pour vraiment faire quelque chose de spécial avec un mini parce que you have to plane, you have to get up on plane. Et moi, je peux pas faire ça sur lac Ontario et dans Saint-Laurent, il n'y a pas assez de place. Alors, ça doit être une place où il y a beaucoup de vent parce que ça marche pas bien avec les artimètres et le coq, the shape of the Mhm. hull. But it could be cool. Ouais. Yeah. Dans les maritimes, peut-être? Yeah, oui, oui. Donc, on a besoin de vent, je comprends ça. Ouais. Puis, comment s'est passée la transition entre la Mini et la Clipper? Comment est-ce que tu as été recruté pour faire la Clipper? Non, c'est moi qui l'ai cherché. J'avais besoin d'un job. C'est vraiment ça. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux travailler sur le bateau parce qu'avant la mini transat, je travaillais sur le bateau pour to fix things. Je fais la peinture, je fais les réparations, les installations, tout ça. Je travaillais sur le bateau et pendant la mini transat, bon, voilà, c'est cool. Pendant la mini transat, j'ai pris la décision de devenir instructeur encore parce que c'était une bonne transition. Quand je reviens à l'Ontario, je peux faire les cours, je peux enseigner, mais c'était trop difficile pour chercher des choses à faire sur les bateaux. Euh, alors, après la mini transat, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'un travail et qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas travailler sur le bateau encore. J'ai envoyé mon CV à Clipper et premièrement, ils ont dit non parce que à ce temps-là, ils
ils pouvaient seulement employer les personnes de Bretagne. C'est les règles d'employement. Et on a travaillé sur ça pour 7 mois. Ils ont fait les demandes sur le bureau de, I don't know what it's called in French, the rules of employment in England. They had to keep applying to be able to employ people out of England. Et quand ils ont réussi ça, ils m'ont dit, OK, bien, tu peux venir pour faire un skipper trial. Et j'ai pris un avion et j'arrive à l'Angleterre et la plus grand bateau que j'étais sur était 60 pieds et un clipper, c'est 72 pieds. C'était un grand bateau, vraiment, et ça commence là. C'est cool. Ouais. Est-ce que tu as eu à faire de la recherche de commandite pour ce projet de Clipper-là? Je n'ai pas compris. Did you have to look for sponsors for the Clipper race too? Oh, non, non, c'est Clipper qui fait ça. Ça, c'était une des choses qui était très intéressante pour moi parce que moi, je n'avais pas besoin de chercher les partenaires. C'était juste un travail. C'était un très difficile travail, mais c'est à eux de trouver les sponsors et trouver tout l'argent. C'est à moi de garder l'équipe safe. C'est ce qui est déjà une grosse job en particulier. Uh-huh, Euh, uh-huh, dans ton projet de mini, là, tu nous dis qu'il y avait beaucoup de ship chandlers qui t'ont uh-huh, accompagné. C'était uh-huh. où les autres secteurs d'activité où tu as été capable de trouver des commanditaires? Mais tu peux voir sur la coque là au milieu, il y a, c'est comme une flèche bleue. C'est une compagnie d'assurance. Ils m'ont téléphoné. Il y avait un jour, j'étais chez ma mère, prenais le souper et le téléphone sonne. Et c'était une compagnie d'assurance qui m'ont dit, on a vu ton nom dans le magasin pour la Salon Nautique à Toronto et on a besoin de ton aide. So, eux, ils étaient un de mes plus grands compagnies que j'engage avec, Guaranteed Insurance. Et j'avais beaucoup d'autres qui étaient un peu plus petits. Juste à droite, ça dit ABC, mais c'est une compagnie qui fait skin care stuff. Et ils m'ont donné un peu d'argent et on a partagé leur histoire et mon histoire. Il y avait beaucoup. Il y a quelques années maintenant, mais il y avait beaucoup. Avec, Aquafolia, that was what they were called. avec la compagnie d'assurance, quel montant approximatif tu as été capable d'aller chercher? I can't tell you that. En pourcentage? Non, 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 non. Mais c'était un peu, c'était plus que les autres. Mais l'autre chose que j'ai fait qui marche à ce niveau, pas à la niveau supérieur, mais à ce niveau, je fais beaucoup d'engagement avec les clubs euh, euh, autour d'Ontario. Je fais des choses à Rimouski, tout partout. I traveled to different clubs et j'ai dit mon histoire et c'est une histoire de défi et courage. Il y avait beaucoup de soirs de fundraising nights. I'm trying to figure out how to say that. Et ça marche bien aussi, mais seulement à ce niveau-là. Après ça, c'est seulement des compagnies. OK. Le mini, tu l'avais acheté en Europe? Non, Seattle, OK. Puis américain. tu l'as envoyé par cargo en Europe pour aller t'entraîner? Oui, oui, OK. oui. Cool. Il est vraiment beau, hein? Quand j'ai trouvé cette photo-là, là, je trouvais qu'il ouais, il avait l'air de super bien avancer, là. C'est un beau petit bateau, là. Moi, je suis un gros fan là, de
de ces bateaux-là. C'était pas un proto, lui? C'était... Non, c'est un zéro. OK, cool. Yeah. Puis, admettons qu'on revient au niveau des commandites, là, c'est quoi qui a été comme ta plus grande réussite dans tes commandites, ton plus gros hit? Hmm. Um, il y a, il y avait deux cours que j'étais vraiment fière de. Un, c'est ce que tu as dit, um, le, well, il y avait deux cours que j'étais très fière de. Non, trois. So, j'avais besoin de faire uh, what is it called? A trial. Pour faire, je sais pas maintenant, mais dans mon temps, on a besoin de faire un tour de 1000 sans arrêter, sans d'aide. Et quand j'ai fait ça, c'était un tour autour de Bahamas, without stopping. Ça, c'était la première fois que j'ai allé de ce longueur, so un mille. That was pretty cool and pretty exciting. And the other the other was the race that you mentioned quand tu as commencé de finir en quatrième place parce que l'année avant ça, on avait besoin d'abandonner la course, le Fastnet, le mini Fastnet. Alors, réussir ce course, c'était très cool parce que je n'ai pas fini l'année passée, mais also, ça, c'était le moment que that I became qualifiée pour la mini transat. It was very cool. Ouais. Et l'autre était quand on avait 5 mini transats sur Lac Ontario et moi, j'ai gagné. Yeah! Yeah, That was super. cool. Ouais, c'est la Fastnet puis évidemment la Lake Ontario, c'est deux belles courses là, qui sont devenues mythiques avec le temps. Un gros merci, Diane. Ça me fait plaisir de te recevoir ici, là. C'est tout le temps cool d'avoir des nouvelles comme toi, puis surtout que tu puisses partager ton bagage, ton grand bagage d'expérience dans le monde de la course au large. C'est vraiment cool. On se reparle bientôt, nous deux, concernant le survie au large. Puis sinon, ben, je vais te souhaiter bonne chance avec ton nouveau magasin, hein, ton nouveau Chandlery que tu as maintenant. Bonne chance avec ça. Tu es sur le lac Ontario, hein? Cool. Tu- Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thanks for having me. Diane, Diane, tu nous mettras le lien vers le site de ton magasin dans le chat là, parce que tous nos auditeurs sont en train de magasiner de l'équipement, là, puis tu as des super de bon prix, t'es compétitive. Là. OK, c'est Gaël, c'est trop vite pour moi. J'ai pas compris. Ah, j'ai dit, tes prix sont compétitifs. Il faut que tu nous mettes le lien de ton OK. site web dans le chat pour nos auditeurs. And we deliver. Parfait. Livre au Québec, les amis. Tenez-vous là pour dire. Bon, OK, le nom, c'est là dans le lien. Cool. Cool. super. Merci beaucoup. OK, cool. À Merci. bientôt, Diane. Bye, Diane. Ciao. Good. Bon, ben, on enchaîne avec un de mes grands amis, puis un coureur émérite ici au Québec, qui lui aussi s'est illustré. C'est que mon grand ami et régatier émérite Dave Savard, qui lui, je sais, va avoir une excellente connexion, va venir nous parler de lui, son parcours de régatier et son parcours de leader d'une équipe qui a été commanditée depuis maintenant presque 2 décennies. Alors, Dave, es-tu avec nous? Salut, Bonjour, Dave. ça va? OK. Bon, mais Dave, capitaine de l'équipe de voile Adrénaline, écoute, le Phare 40 Hydromec a beaucoup fait parler de lui. Vous avez eu des super de beaux résultats à la fois au Québec et puis à l'international. Gros palmarès, des victoires dans la LO 300 2021-2022. Le CRIC, combien de fois vous avez gagné le CRIC pour le fun avec Hydromec? Plus que 10 fois sûrement. Pas avec Hydromec, là, mais Plus avec, que 10 avec fois, d'autres OK. bateaux Ouais, au total. combinés, oui. Ouais. Bon, on voit ton Phare 40 ici. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir, de t'avoir parmi nous à la Réunion des barreurs. Merci de te joindre à nous. Dis-nous donc brièvement là, ta carrière de marin et de régatier, comment ça a commencé? Comment t'en es arrivé au début de l'équipe de voile Adrénaline? Bon, ben, la voile a débuté avec mon père dans les années 80. Bon, il avait acheté, c'est le seul plaisancier qui avait un voilier à Sacré-Cœur, Saguenay, près de Tadoussac. Donc, c'est ça, c'est ma place natale.
Fait que lui, il a eu 2 bateaux, donc j'ai navigué avec lui là, fin de l'enfance, début de l'adolescence. On a fait quelques courses aussi avec son Fantasia. Au niveau de, on a fait Chicoutimi-Tadoussac. On a fait aussi une course à l'Anse-Saint-Jean, un triangle à l'Anse-Saint-Jean là, des années 80. Ensuite, ça a été au début des années 2000. Moi, je me suis racheté mon propre bateau en 2000-2001. J'ai racheté aussi un Jeannot Fantasia. C'est là qu'on s'est connus, Gaël, d'ailleurs. Eh oui, Ouais. Puis juste avant ça, j'avais couru avec ton père sur Capitaine Bontemps aussi. c'est vrai. Donc, ouais, exact. Puis après ça, bon, j'ai eu le Fantasia. Donc, c'était la période où est-ce que le championnat régional avait tombé dans les années début 2000. Donc, c'était plus des courses locales à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu un autre bateau qui était un Janophone que tu connais, je pense. Tu connais le bateau, je pense? Ben oui, Need for Speed, écoute, on est des partners dans Need for Speed à l'époque où C'est on a ça. commencé le créer ensemble, quand on a Donc, c'est réorganisé vraiment là que ça a la course plus de la région de commencé. Québec. Exact, c'est vraiment là que ça a plus commencé. Puis c'est dans ces années-là, un peu après que le CRIC a été fondé, là. Donc, il y avait, en tout cas, toi, moi, il y avait Kevin Moore, quelques autres gâtiers là, avec qui on a reparti le championnat. Donc, il y a eu Need for Speed. Après ça, j'ai eu un Hunter 31 Adrenaline. C'est là que le nom de l'équipe a débuté. Dans le fond, c'est qu'on avait appelé le nom de l'équipe le nom du bateau. Puis après ça, bon, je me suis départi du bateau. Puis on a eu après ça un Olsen 30 que j'ai eu pendant presque 10 ans, peut-être 8 ans. On a fait le cric à plusieurs reprises. J'ai fait la Hello 300 avec aussi. On a gagné d'ailleurs la Hello 300 avec ce bateau-là aussi. Puis, Dis-moi, excuse-moi de t'interrompre, quand on avait Need for Speed, on n'avait pas de commanditaire, on payait tout de notre poche. Et puis après ça, quand t'as embarqué Adrenaline et puis Surfer Girl, là, à ce moment-là, tu as commencé à avoir des commandites. Comment ça s'est passé, les tout débuts de la recherche de sponsors? Parce que le plus dur à obtenir, c'est probablement le premier. Tu sais. Comment ce début-là de l'aspect commandité, là, comment tu as fait ben, partir le bal? je te dirais qu'il y a 2 aspects. Là. Je sais que vous voulez parler plus de commandite, mais je ne m'attirerai pas non plus là-dessus. C'est que, bon, à partir du moment où, bon, moi, j'étais le propriétaire du bateau, mais on courait avec le bateau, puis j'avais des équipiers qui étaient là, qui étaient réguliers. Bon, ben, on a eu des équipiers qui sont proposés à se cotiser pour m'aider à payer les frais de tout ça. Parce que, tu sais, on n'est pas multimillionnaire, donc à un moment donné, l'argent, il faut qu'il arrive de quelque part. Fait que là, c'est à ce moment-là que on a commencé à avoir des cotisations par équipier. Puis même aujourd'hui encore, là, depuis ce temps-là, tous les équipiers cotisent un certain montant en fonction du type de membership qu'ils ont dans l'équipe. J'avais ça sur Gravlax Pour, aussi. Ah ouais, ouais, c'est logique. pour les commandites, ouais. Pour les commandites, ça a commencé par des contacts. Je dirais que la majorité des sponsors qu'on a eus, c'est tout le temps par un contact, soit d'un équipier, soit un contact d'un ami ou euh, rarement c'est arrivé où est-ce qu'on est allé approcher. On l'a fait. On l'a fait à l'approcher des entreprises un peu plus avec lesquelles on n'avait aucun lien, aucune connaissance là, de ces personnes-là. Puis ça a été plus difficile, là. C'est plus difficile, là. C'est vraiment notre partie commandite est beaucoup basée sur les réseaux de contact, là, je te dirais. OK, number one. Là, maintenant, l'équipe de voile Adrénaline a évolué à travers le Olsen 30. Vous avez eu des super de belles performances. Vous avez bâti votre notoriété. Comment ça s'est passé au début avec Hydromec? Parce que c'était une grosse transition de passer du Olsen 30 parce que tu étais un bateau parmi une flotte de bateaux similaires. Là, tu as monté avec le Phare 40 à être le bateau le plus rapide, le plus performant de la flotte locale. Cette transition-là, puis les premiers liens avec ton commanditaire actuel, comment ça s'est passé, ça? Ça s'est passé un peu par hasard, je te dirais. On rentrait d'une course au Vieux-Port, puis bon, moi, j'ai vu un bateau que je connaissais pas rentrer, puis bon, j'avais compris que c'était un Fort 40 parce que je connaissais ce genre de bateau-là. Bon, après ça, je suis allé le voir à quai. Là. Il est rentré dans le fond au Vieux-Port, mais je savais pas c'était à quai à ce moment-là, puis je savais pas pourquoi il était là, puis bon, j'allais regarder le bateau, puis
tout ça. Puis un peu plus tard dans la saison, bon, il y a quelqu'un une des personnes qui était sur mon bateau qui me dit qu'il connaissait le propriétaire, puis il m'a mis en contact avec. Fait que, donc là, c'est là que j'ai su que le propriétaire était Jean Trottier à ce moment-là. Puis je l'ai appelé pour à la fin de à l'automne, dans le fond, après la sortie de l'eau. Je l'ai appelé parce que le bateau, potentiellement, tu sais, je voulais savoir pourquoi il était là, puis qu'est-ce qui se passait. Puis bon, c'est là que j'ai appris qu'il était à vendre, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai demandé pour aller le visiter, puis aller voir, aller faire comme un survey personnel dessus pour voir dans quel état était le bateau, puis potentiellement l'acheter ou potentiellement euh, un autre plan. J'avais pas de plan précis à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, l'état du bateau était pas, mettons, était, mettons, en mauvais état, on peut dire ça. Puis, pas ton. pour moi, il n'était pas vraiment intéressant d'être acheté. Là. Il était pas, c'était pas une grosse valeur, mettons. Donc, j'ai mijoté ça un peu. Puis, après quelques semaines, j'ai rappelé le propriétaire, puis j'ai offert un partenariat pour remettre son bateau, parce que là, ça faisait 2 ans qu'il n'était pas navigué. Lui, il n'y avait plus personne pour s'occuper de son bateau, il n'y avait plus d'équipe. Donc, lui, il y avait des frais d'associés à ça. Puis, bon, on sait qu'un bateau qui est taqué pendant plusieurs années, c'est jamais un bon plan. Là. Ça se détériore assez vite. Là. Fait que, À qui le tu es au dis-tu? courant de ce bout-là aussi. C'est ça. Donc, donc, finalement, ça a commencé comme ça. On a commencé par un an. On se garde, on va le retaper, on va le remettre douette, puis on va le naviguer. Puis, dépendamment de comment tu es content de ce qu'on a fait sur le bateau, ben, on verra ce qu'on fait à la fin de l'année. Puis, de fil en aiguille, ça a évolué comme ça. Après ça, on a signé un contrat de 2 ans. Dans le fond, à ce moment-là, on avait une commandite d'Hydromec dans le fond, ils utilisaient le bateau pour de l'affichage. Puis nous, on, euh, on utilisait la grande majorité de l'argent qu'on avait pour réparer le bateau, hein, dans le fond. Et dans le fond, on payait pas, on changeait pas notre temps, évidemment, parce qu'on a mis plusieurs heures, là, mais c'était plus. Plusieurs milliers d'heures, oui. Ouais, c'est ça. Donc, éventuellement, on a signé un contrat de 2 ans, un autre contrat de 2 ans, puis le dernier contrat était de 5 ans. Puis que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis par contre, tranquillement, quand le bateau a été fini d'être réparé, qui était remis pratiquement à neuf, la dernière étape, ça a été le mât qu'on a fait là, il y a 3 ans, je pense. Là, Pour on ne ceux reçoit qui plus sont de commandite. pas. On reçoit plus de commandite d'Hydromec. Là, on est juste. On l'affiche parce que le bateau appartient à Hydromec. On garde le même nom de bateau puis le même affichage, sauf que bon, on ne reçoit plus de commandite. Donc, on roule uniquement avec les commandites, toutes nos autres commandites secondaires. OK. Pour ceux qui ne sont pas au courant de toute l'histoire d'Hydromec, c'est un bateau qui a reçu énormément d'amour. Il a été ce qu'on appelle decarolized. Ça veut dire qu'ils ont construit un abri par-dessus. Ils ont tout gratté, tout referré, tout refait la coque une année, tout gratté, tout refait, tout relaminé par endroits, le pont une autre année. Après ça, ils ont tout reverni, refait tout le mât, le fairing de quai. Le bateau il a été de A à Z revu et corrigé. Les performances que vous avez obtenues, vous n'avez pas trouvé ça dans une boîte de Cracker Jack. Là, je veux dire, vous avez travaillé fort, toi et toute ton équipe là-dessus. Les Jimmy, les Kevin de ce monde, et puis tout le reste de ta gang, ont travaillé extrêmement fort. Là, fait que bravo là-dessus. C'est inspirant de voir du monde qui investissent autant d'énergie puis autant de savoir-faire dans leur bateau puis que ça marche. Regarde, moi, je vous dis, regardez faire. Puis après ça, je suis allé me construire un abri puis j'ai essayé de faire une job équivalente sur mon bateau parce que je savais que ça augmentait la valeur du bateau puis que ça augmentait sa performance puis le niveau de sécurité. Fait que merci. Vous êtes un modèle pour nous autres. Maintenant, est-ce que c'est toujours M. Trottier qui possède le bateau présentement? Présentement, c'est la compagnie Hydromec qui procède le bateau. OK. Fait que c'est l'entreprise, c'est le commanditaire maintenant qui est propriétaire du bateau. C'est une Oui. situation qui est pas très commune au Québec, mais c'est un beau succès. Ça veut dire que pour eux autres, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment un modèle de marketing qui fonctionne parce que si c'était pas une bonne décision d'affaires, ils continueraient pas. Là. Ben, ça a fonctionné pour eux. Moi, je pense que, tu sais, dans le fond, c'est une question de comptabilité aussi. On s'entend que, bon, ça peut aider à absorber le coût du bateau, le fait bon,
de l'utiliser puis de l'afficher. Bon, on s'entend que parce que c'est pas nécessairement facile à vendre non plus, là. Mais bon, pour l'instant, c'est ça qu'on fait là. C'est notre modèle pour jusqu'à la fin de l'année en fait. Là. Notre contrat finit à la fin de l'année. Parle-moi donc des dépenses, là, à quoi ça ressemble le budget, puis la répartition un peu des postes budgétaires sans rentrer dans les détails. On a vu que Diane, tantôt, est un petit peu frileuse à mettre des chiffres précis, mais juste grossièrement, là, tu sais, une année d'hydromec où est-ce que vous restez à Québec versus une année d'hydromec où est-ce que vous partez à faire des courses à l'étranger. C'est quoi ça a Donc, l'air un peu le rester à budget? Québec, c'est, mettons, entre 15 et 20 000. Puis, c'est sûr que quand on fait des courses, bon, c'est sûr que, exemple, la Lac Ontario 300, c'est peut-être un budget de 5 000 peut-être. Mais quand on fait des courses comme là, en 2024, on a fait la Newport Bermude. Là, puis on la refait bientôt aussi. Là. Donc, c'est un budget qui tourne plus autour total. Ben, juste pour la Newport Bermude, notre budget est de genre 20, 23, 24 000. Puis, donc, ça fait un total quand même là, qui tourne pas loin de 40 000 là, pour cette année là, pour faire toute notre saison puis la Newport Bermude. Puis ça, dans ce budget-là, vous remplacez des voiles, est-ce que vous avez du staff qui gagne des revenus avec ça, ou c'est tout de Non, l'équipement, là-dedans, il n'y puis a des personne à convoyages, puis payer. du... Non, là-dedans, il n'y a personne à payer. Dans le fond, c'est beaucoup bon, les frais de marina, de travel lift, de remisage, etc. Les assurances. Surtout au niveau de la Newport Bermude, on a vraiment un gros extra à payer là, pour s'assurer pour la Newport Bermude. Fait que c'est pas, ça mange une bonne partie du budget là, pour la Newport Bermude. Entretien, réparation, c'est le deuxième poste budgétaire là, après le quai. Après ça, bon, on a de l'affichage, on a des inscriptions à des cours, du diesel. Bon, c'est plus des petites choses, là, mais c'est ça qui totalise au final. Ouais, mais c'est principalement l'entretien puis les frais de marina. OK. Bon, ça, c'est le côté dépenses. Maintenant, le côté revenu. Qu'est-ce que tu recommandes pour les gens qui nous écoutent et qui pensent à faire commanditer leur équipe de course ou qui ont envie d'aller faire des courses à l'international ou d'augmenter le niveau de leur équipe? À ton avis, par quoi ils devraient commencer quand ils amorcent, mettons, leur chasse de commanditaires? Eh mon Dieu, c'est pas facile, je te dirais. Euh, ben, c'est de essayer de trouver une formule qui va être intéressante pour le commanditaire. Potentiellement, souvent, ça va être plus pas juste de l'affichage, bon, évidemment, les médias sociaux, mais dépendamment de comment fonctionne ça peut être aussi des, des, des- une, une soirée, un cocktail sur le bateau, ça peut être un paquet d'affaires. Mais principalement, nous, c'est vraiment l'affichage puis les médias sociaux. Là. Tu peux-tu nous donner Fait que ça, exemples de prix d'affichage? Euh, c'est On jase. c'est ce que je t'avais demandé de faire enlever dans le truc de marketing. Euh, je te il n'y dirais a pas de... regarde, ça peut varier. Là. Je veux dire, on n'a jamais demandé, on n'a pas eu de commandite de plus que 10 000 pour un seul commanditaire. Puis, on n'a rien en bas de 2 000. On va dire ça de même. Fait que ça joue en Ça dessous. nous donne un bon range. Ah, Puis ça fait de Dave, l'allure, ça. Dave, dis-moi donc, excuse-moi, Gaël, est-ce que tu arrives à un commanditaire avec un montant fixe ou tu attends de le faire parler en premier pour que lui il te donne une idée d'à peu près c'est quoi son budget? Ouais, non, on est tout le temps allé avec un montant fixe, mais s'il veut plus de trucs, ben, on est ouvert à avoir des forfaits plus personnalisés, si on veut, là, Cool. à ajouter des extras. Mais ils s'attendent vraiment à avoir un montant. Là. La plupart du temps, ils te demandent combien ça coûte. Ouais. Donc, Ah, les c'est autres, ils ne plus dans savent ce pas ce que mode-là ça qu'on vaut. Ils veulent se faire donner des prix. Puis maintenant, tes commanditaires, ils reviennent-tu année après année ou bien si tu y vends quelque chose une année, puis après ça, En tu ne le revois général, je plus te pendant dirais des qu'un années? commanditaire peut rester environ peut-être une moyenne de 3 ans, 4 ans peut-être. Oui, ils reviennent année après OK. année. Mais OK. c'est rare ceux, tu sais, depuis le début, là, bon, à part Hydromec, qui est notre partenaire principal, qui est là depuis tout le temps, puis que bon, on a changé un peu notre façon de faire avec. Euh, il est encore commanditaire parce qu'il fournit le bateau, on se comprend.
Mais au niveau du budget, je te dirais que, bon, on a aussi notre assureur Taille Assurance après le Marine, là, qui est là depuis vraiment un bon bout, si c'est pas depuis le début au complet, là, peut-être depuis 8 ans qu'ils sont là. Sinon, les autres, ça varie. Ça varie. Ils vont faire 1 an ou deux, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je te dirais une moyenne de 3 ans. Fait que ça nous évite à avoir c'est sûr que nous, on préfère garder les mêmes, là. C'est pas mal moins de Ben, c'est travail, sûr. là, de changer les autocollants, tout ça, ça devient compliqué. Puis idéalement, on veut garder nos mêmes commanditaires. Puis la plupart du temps, sont contents, fait que, ils ont tendance à renouveler, je dirais pas facilement, là, mais ils ont le goût de renouveler la plupart du temps. Mais c'est bon ce que tu amènes. C'est important qu'ils soient contents, ces commanditaires-là, à la fin de la saison, parce que c'est pas. Pour eux autres, là, il faut qu'il y ait un feeling de retour sur l'investissement. Là, tu sais. Puis, est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui commence, aller en chercher un gros à tout prix, c'est plus important, ou bien si un paquet de petits, c'est une approche qui peut fonctionner aussi en termes de quantité de travail, quantité de troubles, là, tu sais, comme tu parlais des stickers et compagnie, versus la quantité de sous, tu sais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un paquet de petits Ah, versus un gros? je pense que tu as juste un milieu, là. C'est pour ça que tu peux m'amener, tu peux pas faire des commandites à. Tu sais, on a un budget à aller chercher, là. On peut pas se ramasser avec 50 commanditaires à 500 $. Là. Tu sais, on comprend que ça n'a pas de sens. Ça finirait Mais plus. pour nous, la quantité qu'on a, ça reste faisable. Là, et comme là, on a quoi, 4 ou 5 commanditaires cette année. Fait qu'on roule avec ça. Là. Excellent, ça. Puis, parle-moi justement, tu parles de cette année. Dis-nous donc, en bref, là, tes projets pour cette année. Moi, je les connais un peu, là, mais partage donc ça avec nos auditeurs. Là. Ben, on réitère, dans le fond, cette année, notre participation à la Newport Bermude. Là. Fait qu'on on va retourner faire un tour dans les eaux bleues et turquoises proches des Bermudes. Fait que, puis chaudes aussi. C'est la partie qui est le plus fun. C'est Mais le fun. très salé, par contre. Là. Fait que, c'est très salé. C'est pas l'eau salée du Canada, même. Non, 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 non. C'est une des places les plus salées dans le monde. Ouais, donc c'est ça. On va convoyer le bateau là, à partir dans le coin du 5 juin vers Newport. On devrait être là dans le coin, on se garde un peu de lousse, là, on devrait être là dans le coin du 14-15 juin. Le départ est le 19 ou 19, je 20, je crois. pense. Ouais, dans ce coin-là. 19, c'est le party. Moi, je regarde surtout les parties. Là. Ouais, la course, après ça, la course, c'est un 4 jours d'habitude. Après ça, on va rester peut-être un petit 4 jours là-bas, puis on va reconvoyer le bateau là, au Canada, là, Cap au Nord, directement vers Canso. Et puis, ensuite de ça, est-ce que tu prévois faire la fin de la saison de course au Québec à ton retour? Oui, c'est prévu. Dans le fond, le bateau devrait être revenu dans le coin du début juillet, là, peut-être dans le coin de la première de juillet. Donc, pour le reste des. Je pense pas qu'on va faire la course. Je pense qu'il y a une course début juillet dans le coin du 10-11, quelque chose de même. Là. Je pense pas que ça va être un peu trop serré sûrement. Là. En tout cas, on verra, mais pour le reste, oui. Pour le reste, on va participer à toutes les régates du Cric là, qui va rester. Là. En tout cas, si ça t'intéresse, j'ai entendu dire qu'au début août, là, il y a une course entre Tadoussac et les îles de la Madeleine. Là. Ça a l'air vraiment le fun. Si ça te tente d'embarquer là-dedans. Là. Écoute, Mais j'avais plus de c'est sûr vacances, que je te dirais oui, là, mais non, c'est pas le cas. Il faut faire des choix. C'est c'est ça, on correct. Une avait. autre année. Ouais, on aurait aimé ça, mais là, c'est comme. Bon, c'est un peu une conjoncture. Dans le fond, la fin du contrat avec Hydro-Mec, on ne sait pas ce qui se passe l'an prochain. Ça se peut que ça continue ou pas, on ne sait pas. Après ça, le fait que là, c'était l'année de la Newport Bermude. Fait que tout le monde a bien aimé son expérience. Là, quoi, la plupart des équipiers qui étaient là en 2024 ont aimé leur expérience. Puis il y en a quatre, on était 7. Hein, il y en a 4 sur 7 qui y retournent, dont moi. Puis plus 2 nouveaux. On va être 6 cette année. Excellent. Ben, regarde, je vous souhaite la meilleure des chances cet été. On va suivre vos performances avec attention, c'est sûr. Puis j'espère qu'on va pouvoir en reparler à notre podcast là, à ton retour de votre expérience aux Bermudes cet été. Merci, Dave, d'être venu nous partager toute ton histoire de recherche de commandites. Je suis sûr que tu inspires un paquet de monde là, qui ont le goût de marcher dans tes traces. Merci. Ça Salut. fait plaisir, Dave. Fait que, écoute, Théo, je te repasse la parole pour aborder un sujet un petit peu différent. On sort un peu du monde de la course maintenant quand on regarde l'histoire de Catherine Langford.
Ben, on sort pas vraiment du monde de la course. Kat, elle a touché à plein de trucs en C'est particulier. vrai, Kat, t'es aussi. avec nous? Oui, Yes, on t'entend super bien. Cool. T'es-tu avec ton babe aussi? ben, il est couché là, en espérant qu'il se réveille pas. Là. Ok, ben, on va pas parler trop fort. Bon, Non. Kat, t'as Est-ce que tu participé me pendant. vois ou? Ben là, ça vient de fermer, mais on te voyait il une seconde. On va essayer de te retrouver. Euh, Kat, Ouais. t'as as participé pendant ta vingtaine à des expéditions en grand voilier, majoritairement. Tu as d'ailleurs traversé de nombreuses fois l'Atlantique à leur bord. En 2023, tu démarres un projet de participation à la Golden Globe Race, cette course autour du monde en équipage sans technologie moderne sur le Swan australien Explorer. Tu vas compléter 3 des 4 legs, puis tu vas passer le Cap Horn en arborant fièrement un drapeau des îles de la Madeleine qu'on voit sur la photo, une photo qui va passer à l'histoire dans le monde de la voile au Québec. Hein. Kat, bonsoir, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. On voulait te recevoir ce soir pour discuter avec toi. D'un fois, je dirais l'envers de la médaille. Parfois, c'est difficile de se trouver des commanditaires, puis on aimerait ça savoir comment ça s'est passé de ton côté. Je sais que tu as fait une campagne de sociofinancement, je sais que tu as fait de la recherche de commandite. Ça a été quoi les grands défis dans ta recherche de commandite pour ce projet-là? Ben oui, ben premièrement, merci pour l'invitation. C'est vraiment le fun de revenir un peu dans mes souvenirs. Là. Ça fait déjà 2 ans. Puis, tu sais, on voit comme le tour du monde comme un immense défi, là, mais honnêtement, le plus gros défi que j'ai eu à faire, c'est ramasser les sous. Puis, comme je l'ai souvent dit dans mes entrevues et tout, j'ai pas réussi à ramasser le montant que j'ai eu de besoin. Donc, j'ai quand même eu des répercussions de ça encore aujourd'hui. Là. Le plus gros défi, c'est quand j'ai voulu m'inscrire à l'Ocean Globe Race, ben, il fallait que je confirme que j'allais trouver les fonds. Fait que ça a été quand même assez stressant de dire, bon, ben, je me lance dans l'aventure sans même savoir que j'allais avoir les fonds, soit de commanditaires ou de campagnes de sociofinancement, etc. Puis finalement, ben, une chance que j'ai eu l'audace de foncer parce que si j'avais su comment ça s'est déroulé, ben, je l'aurais pas fait. T'sais. Fait que je dirais que première des choses, c'était ça, l'inscription. Ensuite, c'était le montant. Quand j'ai entendu le montant de Diane, 350 000, ouf, ça m'a donné des chaleurs. Moi, c'était plus autour de 100 000, mais au début, je m'étais fait un budget en calculant mes billets d'avion, l'inscription, la nourriture, l'équipement, la formation et tout ça. Puis ça tournait plus autour de 80 000. Mais comme dans tout projet, il y a tout le temps des imprévus, puis finalement, ça s'est tourné plus autour de 100 000. Mais tu sais, on rappelle que moi, tu sais, j'avais 30 ans, j'avais pas ça dans mon compte, j'avais pas d'épargne, projet Ocean Globe Race, 100 000 c'était gros pour moi. Puis ensuite, ben, c'était aussi l'échéancier. Moi, j'avais quelques mois pour ramasser 100 000 parce que je m'étais inscrite en janvier, puis en juin, je partais pour les Sables d'Olonne pour commencer l'aventure. Fait que j'ai commencé ma campagne de financement au mois d'avril. Fait qu'avril, mai, juin, j'avais 2 mois et demi pour trouver une façon de trouver ces sous-là. Puis finalement, ça a été surtout un prêt bancaire pour m'assurer d'avoir les sous. Puis après ça, ben, je me suis dit, ben, il faut que j'aille chercher le plus de sous possible, peu importe les moyens, là, que ce soit les commandites, justement, les dons et tout ça. Puis malheureusement, j'ai été un peu déçue dans ma campagne de commandite. J'en ai eu des commandites d'entreprise, mais c'est surtout des commandites de gens qui me connaissaient avant, comme Diane a déjà dit. Tu sais, les entreprises, souvent, il faut qu'ils s'identifient à toi, il faut qu'ils te connaissent. Puis, ben, j'avais déjà un historique avec eux depuis 2017 avec les grands voiliers. Puis,
le problème aussi à cette période-là que je me suis inscrite et la recherche des commandites, c'est que j'étais aux Îles-de-la-Madeleine. Puis, j'ai vraiment manqué de temps dans l'approche des entreprises. Quand on veut vraiment que ça fonctionne, il faut prendre rendez-vous avec les compagnies, il faut aller se présenter. Puis là, j'ai manqué de temps, puis il fallait juste que j'envoie mon plan de commandite, ma présentation de projet. Puis j'ai fait ça plus par courriel en ayant espoir qu'on me réponde parce que je me disais, j'ai tellement un beau projet, je suis tellement passionnée. Je vais être la seule Canadienne à faire un événement d'envergure internationale qui ne s'est pas fait en 50 ans. Je me disais, il y a tellement de potentiel, puis je peux tellement offrir aux entreprises. Puis finalement, on dirait que j'ai manqué la main euh, avec les commandites, là. Mais j'ai eu quand même des super dons, là. J'ai eu 11 000 de commandite d'entreprise. J'ai eu environ 11 000 de ma famille élargie, amis, etc. Puis un 7 000 de sociofinancement. Fait qu'au total, j'ai été chercher environ 30 000 sur 100 000 fait que moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent se starter dans des commandites, aller chercher des commandites, c'est surtout, ben, votre projet, il est quand? Commencez d'avance, attendez pas la dernière minute parce que l'échéancier, ça donne vraiment beaucoup de stress. Puis, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aussi de votre côté personnel pour assurer la réussite de ce projet-là? Parce que moi, il n'y avait pas question que j'abandonne. Je ne pouvais pas dire, je ne réussis pas à aller chercher les fonds, fait que finalement, je ne peux pas y aller. Donc, j'ai dû assumer les risques d'un prêt personnel à haut taux, à haut taux d'intérêt. Que là, j'écope un peu, même 2 ans après, là. C'est quoi que tu offrais comme visibilité à tes commanditaires? Ben, c'est là aussi un des défis parce que moi, étant donné que oui, j'étais la seule Canadienne, mais je faisais partie d'une équipe, puis j'avais pas de contrôle sur la visibilité du bateau. C'est pas comme exemple Diane, qu'elle, c'était son bateau à elle, elle pouvait décider de qu'est-ce qu'elle faisait. Moi, la seule chose que je pouvais faire, euh, euh, c'est parler dans les médias québécois ou les médias internationaux, plugger un peu mes commanditaires, mais je ne pouvais pas avoir de visibilité sur le bateau, ni sur les voiles, même sur mes vêtements, etc. Je faisais partie d'une équipe comme la Clipper Race. On fait partie d'une organisation, puis moi, je ne contrôlais pas cette visibilité-là. Fait que je pense que de ce côté-là, j'avais vraiment de la misère à offrir quelque chose d'alléchant aux entreprises. OK. Puis dans le fond, là, moi, ce que je retiens là, de ce que tu me dis, là, c'est surtout se prendre d'avance, Oui. pas faire ça à l'arrache. Puis tu parles beaucoup aussi de proximité. C'est quelque chose qui est revenu aussi avec ce qu'on parlait avec Diane plutôt, Mhm. d'aller voir le monde one-on-one. C'est comme ça un peu qu'ils vont tomber en amour, dans le fond, avec Oui, ton c'est ça. projet. C'est Oui. Puis parler avec patient, puis construire aussi son dossier, tu sais, pas arriver là les mains vides. Moi, j'avais vraiment construit quelque chose de sérieux avec un plan de commandite. Bon, mais qu'est-ce que j'offre par rapport à tel montant? Euh, puis ça démontre aussi du sérieux. Euh, Puis aussi, peut-être viser, c'est quoi mon axe de projet? Tu sais, il y en a qui font, c'est euh, justement, c'est pour la recherche sur le cancer. Moi, c'était pour promouvoir la poursuite des rêves. Tu sais, c'est quoi, dans le fond, ta mission pourquoi les entreprises te donneraient des sous? Oui, ils veulent faire du marketing, mais c'est quoi la valeur ajoutée derrière ça, là? Ça aide aussi.
Ouais, absolument. Comme tu dis, comme bâtir la personnalité du projet, là, Ouais. savoir à quoi ils vont s'associer, vous êtes qui, ouais, c'est toutes des bonnes affaires. Puis, ben, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différent? Tu prendrais d'avance? Est-ce que tu approcherais d'autres types de monde? Tu leur ferais-tu? Ben, c'est ça qui est difficile, c'est que je pourrais pas faire différent parce que j'ai tout donné. J'ai donné corps et âme et mes finances et tout. Fait que je peux pas, je pourrais pas faire différent. J'aurais juste aimé avoir plus de temps. Tu sais, il y a beaucoup de gens après qui m'ont dit, ouais, mais t'aurais dû attendre au prochain, tu sais, parce que là, il y a une suite, là, et il va en avoir un en 2027, là, un Ocean Globe Race. Fait que j'aurais pu attendre 4 ans pour juste monter un projet plus solide, aller chercher mes commandites. Mais on va se le dire, des fois, faut risquer faut prendre des risques pour accomplir des grandes choses. Puis, ben, moi, c'est ça que j'ai dû faire. Puis, je voulais pas manquer ma chance. Fait que j'ai pas de regrets. J'aurais aimé ça que ça se passe différemment au niveau des finances. Mais regarde, on a juste une vie, puis je suis bien contente de l'avoir vécu, là. That's it, puis tu l'as fait, Excellent. là. Ouais, I did it. C'est Moi, vraiment j'avais une hâte. question pour toi, Catherine. Oui, Je voudrais savoir, dans tes projets sur les grands voiliers, dans les projets sur ton oui, propre bateau, parce que là, on parle de la Ocean Globe Race, mais c'est pas ta seule navigation. Je veux dire, tu t'étais construite comme marin avant ça, tu sais. Puis moi, ta participation à des traversées sur les grands voiliers, c'est quelque chose qui m'avait parlé beaucoup aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui relèvent ce genre de défi-là. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles tu avais déjà pavé la voie, en ce sens que tu avais déjà demandé des commandites ou oui. sollicité de l'aide autour de toi pour réaliser ces projets-là? Ben Est-ce que oui, ça t'a aidé? justement. Est-ce que ça l'a, comment je peux dire ça? Comment ça a contribué cette étape-là à préparer ta recherche de commandite pour la Ocean Globe Race? Ben, c'est vrai qu'en 2017, avec les grands voiliers, ben, j'avais fait une campagne de sociofinancement, puis aussi une campagne de commandite. À ce moment-là, c'était autour de 20 000 qu'il fallait que j'aille chercher. Donc, quand même plus accessible. Puis, ça s'était super bien passé. J'avais réussi à aller chercher mon montant, puis ça, je peux dire que c'était un succès. J'en suis fière. Puis, ça m'a vraiment préparé justement à la suite avec l'Ocean Globe Race. C'était la première fois que j'embarquais sur un voilier de ma vie. Puis encore là, j'ai risqué tout au tout. Je partais pour 1 an sans savoir si j'avais le mal de mer, puis si j'allais aimer ça, etc. Mais de la manière que ça s'était passé en 2017 avec les grands voiliers, c'était euh, je devais ramasser des sous pour une partie des trajets. Donc, je me rappelle plus exactement du trajet, là, mais ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, je vais ramasser le plus de sous possible pour aller chercher le plus de trajets possible en commençant du début. Puis, ben, au courant de ma campagne de financement, finalement, j'avais réussi à aller chercher quand même beaucoup de sous. Puis je suis partie sans savoir que finalement j'allais compléter vraiment un an et demi quasiment avec eux. Parce que ensuite, vu que j'avais de l'expérience à bord et tout ça, mais on m'a comme engagée comme volontaire. Fait que finalement, je payais pas pour être à bord, puis je faisais quand même le reste de la course. Fait que des fois, il faut justement risquer de dire j'embarque, j'ai pas atteint le montant complet que j'avais besoin, mais j'ai fini par finir le bout là, finalement. Excellent. Mm. Bravo. Bravo. Merci. Ah, c'est super Puis beau avec parcours. mon Est-ce que ça. bateau, mon bateau que j'ai toujours, là, euh, c'est un rêve qui est encore présent. Je ne l'ai pas oublié. Malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps dans la vie. Des Ça, c'est enfants, mon des gros bateaux défaut. et C'est du ça, business. Je sais. exactement. Puis on a juste 24 heures dans une journée. Puis malheureusement, il y a encore à m'attendre aux îles de la Madeleine, puis à se dessécher, puis à se dire, mais il n'y a personne qui s'occupe de moi. Puis
ça m'arrache le cœur, mais c'est ça. Je suis revenue de mon tour du monde, mon 3/4 des tours du monde, j'ai fait un bébé. Là, je suis rendue maman, puis j'ai vraiment hâte de m'en occuper, mais je manque de temps. Ouais, fait que Chaque c'est chose ça. en son temps, Kat. Ah! Ton Oui, bateau va plus te pardonner un grand bout sans t'en occuper que ton bébé. Ouais. Tu connais pas ça, les bébés, oui, là? Mais petit. Merci, Ouais, Kat, de nous avoir accordé un peu de ton temps, là. C'est vraiment cool de te parler, là. T'es un exemple de ténacité, puis c'est ben merci. vraiment Merci beaucoup. inspirant. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut, là. Je veux dire, on est des passionnés. Il n'y a personne qui va s'enrichir au Québec avec la voile. Ça, tout le monde est au courant. Fait que si il n'y a pas la passion puis la ténacité, ben on n'ira pas super loin, là. Fait que je pense que c'est ça qui nous unit un peu toutes, là, la gang de passionnés de voile au Québec, là. Yes. Bon, ben, un gros merci. Bonne soirée, Kat, puis bonne chance dans Salut. tous les projets que tu as en branle en ce moment. Merci. Donc, guys, on vous avait promis une nouvelle. Comme vous avez peut-être vu là, dans le nom de l'événement de la soirée de la réunion des barreurs de ce soir. En fait, en grande primeur, on va vous le dire, cette semaine, on va lancer un nouveau projet. Et en fait, Plaisancier du Saint-Laurent va lancer un nouveau programme. Et puis, je vais vous le montrer. C'est un programme de soutien aux écoles, un programme de soutien aux équipes de voile. C'est le programme Départ Canon. Donc, c'est une nouvelle plateforme qui va vous permettre de faciliter vos approches de commandite puis de faciliter un peu le développement de la course au Québec. Fait que vous allez voir à tous les membres de Plaisancier du Saint-Laurent, vous aurez accès dans votre espace membre à plein d'outils qui vont vous aider à approcher des commandites, comme un guide d'approche de commanditaire, un template de plan de commandite, un template de courriel pour approcher les commanditaires. Il y aura même un exemple de contrat que vous pouvez signer. Puis on va vous mettre là-dedans des exemples aussi de plans de commandite, de projets de voile. Donc ça, c'est notre nouvelle initiative des Départ Canon, vraiment pour vous aider à vous pitcher, à essayer d'aller trouver les commanditaires, puis un peu d'officialiser, puis de professionnaliser votre projet de course par rapport à la Saint-Laurent 400. Fait que on va lancer ça pour vrai dans les prochains jours. Vous allez en entendre parler via notre Facebook, puis ça va être accessible au courant de la semaine. Vous irez voir ça. C'est pas une obligation, mais j'espère que vous pourrez y trouver un peu chaussure à votre pied. Gal, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? ben écoutez, moi je veux vous dire que c'est un nouveau projet qu'on lance. C'est un projet pilote. Notre objectif, c'est de recueillir entre autres votre feedback parce que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte d'aider les équipes de course et les équipes qui ont des projets en dehors de la course, que ce soit des voyages au long cours, que ce soit de l'exploration dans des terres lointaines, vos projets de voile, vos équipes, vos OBNL, peu importe sous quelle forme d'organisme vous faites ça, tout, on veut vous aider à aller chercher du financement parce que, on l'a vu là, ce soir, c'est le nerf de la guerre, OK? Et puis, une initiative comme ça, c'est pas arrivé dans le passé au Québec. Donc, on est des pionniers en quelque sorte, puis là, les pionniers, ça défriche. Fait qu'on s'attend à avoir votre input, puis que vous nous disiez, ça c'est bon, ça c'est utile, puis ça, il faut améliorer ça, ou ça sert à rien, c'est pas de ça dont on a besoin. Parce que ça va nous permettre cette année, à travers ce projet pilote-là, de travailler un programme qui, l'année prochaine, va être beaucoup mieux structuré, puis qui va nous permettre vraiment d'apporter à toutes les longtemps d'avance, d'apporter à toutes les équipes qui vont en avoir entendu parler à travers les branches au cours de l'été, cet été, un support qui va être encore mieux. Fait que n'hésitez pas, comme vous le savez, on est à l'écoute de votre feedback et puis on se nourrit de ce que la communauté a comme commentaire, comme suggestion, puis comme besoin. Fait que allez voir tout ça. Ceux qui sont membres de Plaisancier du Saint-Laurent, vous allez y avoir accès en primeur. Les autres, vous allez avoir bien assez tôt euh, les retombées de tout ça aussi. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec nous et puis vous pouvez nous faire vos commentaires et vos suggestions là, sur cette nouvelle initiative.
Fait que ça va être en ligne cette semaine, là. Restez à l'affût sur Facebook. C'est ça qui conclut notre troisième épisode de la Réunion des barreurs. Je veux juste vous faire là, une coupe de petits heads-up, là. Oubliez pas, il y a encore une formation de sécurité en mer qui est disponible pour juin. C'est le last call si vous avez des équipiers qui n'ont pas leur formation ou si vous n'avez pas votre quota de 50% d'équipiers qui l'ont, hein. C'est important. On a des formations d'urgence médicale en mer qui sont disponibles aussi en avril à Québec puis à Montréal. Gaël donne ses Demain, cours. règle de course commence. Fait que si vous voulez vous inscrire aux règles de course, il reste une place ou deux. Ça commence demain. Si vous vous inscrivez un petit peu sur le tard, l'enregistrement de la première formation de règles de course, et c'est vrai pour la formation de météo qui commence le lendemain, jeudi, les enregistrements vont être disponibles si vous voulez arriver un petit peu en retard à la formation. Il y a pas de problème. Et la formation de SPI, elle, est prévue au mois de mai. Donc, ça, vous avez encore le temps de vous inscrire. Et si vous êtes membre de Plaisancier du Saint-Laurent, ces trois formations-là, règles de course, réglage et manœuvres de spinnaker et météo marine sur le Saint-Laurent, vous allez avoir 20% de rabais sur l'inscription à ces différentes formations-là. Fait que, on est toujours à la recherche de commanditaires, hein. On vous l'a dit, nous aussi, c'est le nerf de la guerre, hein. Puis on se revoit dans 2 semaines pour se reparler pour la prochaine épisode de la Réunion des barreurs. Vous aurez le temps, d'ici ces 2 semaines-là, de voir en quoi consiste vraiment le programme Départ Canon. On va l'expliquer un peu mieux à notre prochaine Réunion des barreurs. On va prendre les questions aussi, si vous en avez. Donc, allez regarder ça au courant de la semaine. Puis, ben, nous, on se revoit dans 2 semaines. À la prochaine!